Bonjour à tous, merci pour ceux qui sont déjà connectés pour ce premier webinaire de l'Oiseau, nouvelle version si je puis dire dans le cadre de la crise sanitaire. Donc un certain nombre de webinaires qui vont s'enchaîner sur la journée pour donner l'ensemble des chiffres du premier semestre sur la Nouvelle-Aquitaine, aussi bien en terrain à bâtir qu'en promotion. Comme d'habitude, et vous en avez l'habitude, un certain nombre de thématiques seront également traitées. On va laisser les gens nous rejoindre et on démarrera donc à 10h05 précisément. Si certains avaient des problèmes de son, n'hésitez pas à communiquer dans le chat, mais a priori, je pense que ça doit bien fonctionner. Pour ceux qui nous rejoignent, donc on est connecté dans le premier webinaire de la journée organisé par l'Oiseau pour divulguer les chiffres ce matin de logement individuel aménagé en Nouvelle-Aquitaine, et donc des webinaires suivent pour la Gironde, puis le secteur de La Rochelle et enfin le secteur de Bayonne et Pau dans l'après-midi. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit bien connecté, donc on démarrera à 10h05 précise. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. Voilà ce qui est. Bon, écoutez, on va attendre une dernière minute. Je vais remercier ceux qui nous ont dit bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Cyril. Bonjour Nathanaël. Raphaël, bonjour. Thierry, Jean, Nolwenn. Bonjour à tous. On va pas tarder à démarrer donc, pour ce premier webinaire. Pour ceux qui étaient là aux dernières présentations de l'Oiseau, on était 8 jours avant le confinement. Situation sanitaire oblige, on est donc en distanciel aujourd'hui. C'est une première pour l'Oiseau. Et comme vous le savez, des webinaires vont s'enchaîner. Donc, on est dans ce premier webinaire. Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur l'activité du logement individuel? Et pour ce faire, donc, je vais dans un premier temps vous présenter les chiffres de l'individuel aménagé en Nouvelle-Aquitaine.
sur ce premier semestre 2020 et on aura donc Robin Rivaton qui interviendra derrière pour nous donner sa vision j'ai envie de dire, de l'impact de cette crise sanitaire sur le logement individuel. Et puis, comme d'habitude, vous aurez un quart d'heure de questions. N'hésitez pas à échanger, questions donc dans le chat et on vous y répondra avec Robin avec le plus grand plaisir. Webinaire qui se terminera à 10h55 précisément, puisqu'on enchaîne à 11h avec les chiffres de la promotion sur Bordeaux. Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre avec donc le bilan de l'activité au premier semestre 2020 en Nouvelle-Aquitaine. On va d'abord commencer par la Nouvelle-Aquitaine et les différents secteurs et on descendra comme d'habitude un focus plus précis sur la Gironde. Les focus plus précis sur les autres secteurs seront faits en même temps que les webinaires régionaux de la promotion. Donc, comme vous le savez tous, l'Oiseau a été créé en 2009. Aujourd'hui, on est plus de 110 adhérents. Et la vocation de l'Oiseau, c'est d'analyser et d'observer les chiffres de la promotion, de l'aménagement et du terrain à bâtir sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Le président Pierre Vital assurera les 3 autres webinaires de la promotion et donc moi-même, premier vice-président en charge de l'aménagement et du terrain à bâtir. Le bilan de l'activité en Nouvelle-Aquitaine, sans plus attendre, vous voyez que les mises en vente, qui est donc le produit des permis obtenus sur ce premier semestre, a été relativement faible, un record historique, 340 mises en vente au niveau de l'Aquitaine. On est sur moins 62% par rapport à 2019, moins 55% par rapport au deuxième semestre de 2019 et moins 62% par rapport au premier semestre. Et si on regarde en remontant sur les années précédentes, on n'a jamais été en dessous de, on va dire, 600 ou 700 lots mis en vente. Donc, on est sur un plus bas historique. Il y a eu 2 mois et demi, 3 mois de non-instruction de permis, de non-avancée de dossiers environnementaux sur l'eau qui peuvent expliquer. Donc, c'est mises en vente très basses. Au niveau des ventes et des réservations qui se sont faites sur ce premier semestre, on voit donc que la courbe verte a également baissé, mais légèrement moins, puisqu'au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on a 653 ventes qui se sont passées au premier semestre 2020. Donc, on a seulement, si je puis dire, une baisse de l'ordre de 32% pour être précis, par rapport au premier semestre 2019, au premier semestre 2020. On voit que les ventes sont relativement régulières au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Pendant des années, on était autour de 1500, puis 1300. On flirtait avec les 1000 depuis quelques semestres. On vient de baisser fortement, donc 653, mais à mettre en relation avec ce qui a été mis à la vente, qui a baissé beaucoup plus fortement. Et enfin, l'offre, c'est ce qu'il y a dans les étals. 1435 terrains à bâtir à l'offre, c'est un plus bas historique. On était à plus de 3500 en 2015. On voit une chute permanente de l'offre. Et donc, on est tombé à 1436, donc sous les 1500 lots à la vente à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour ce qui est des volumes généraux sur ce premier semestre 2020. Alors, on va voir derrière que ces chiffres n'ont pas forcément les mêmes explications en fonction des territoires. Un volume de vente en retrait sur la Gironde. On voit qu'en 2019, les parties donc vert foncé représentent 20% de ce qui s'est commercialisé, des réservations. On avait le secteur de Royannais qui était très dynamique à l'époque, et puis l'agglomération bordelaise, le bassin d'Arcachon et surtout le Nord-Gironde. On se rend compte qu'au premier semestre 2020, les Landes ont été très dynamiques. Beaucoup plus, c'est l'endroit où il s'est vendu plus de 20% des réservations de ce premier semestre, et que pour le coup, le bassin d'Arcachon a été en retrait. Les effets certainement du spot à l'étude et des PLU gelés à l'heure actuelle. Et puis donc le Nord-Gironde qui reste dynamique, auteur de bonne part de réservations, mais qui n'est pas en tête comme l'année dernière des secteurs les plus dynamiques en termes de réservation. On peut noter sur cette carte que ni le bassin d'Arcachon, ni la Bordeaux Métropole, ni le BAB ne sont en tête sur le terrain à bâtir, ce qui n'est pas non plus totalement illogique. Mais bon, retrouver les Landes comme premier vecteur de vente de terrain à bâtir sur le premier semestre 2020
peut éventuellement interroger. Secteur par secteur, le comité d'agglo de La Rochelle, on se retrouve donc avec le même système que pour l'Aquitaine en général, des mises en vente égales à 0, puisqu'on a eu 8 mises en vente au premier semestre 2020 sur l'agglo de La Rochelle. On voit que depuis 3 semestres, on avait une chute forte des mises en vente. À voir donc sur le deuxième semestre au mois de mars si on aura un redémarrage, on va dire, de l'offre ou pas sur ce secteur et les mises en vente. Sans mise en vente, on a des ventes qui diminuent, mais qui se tiennent quand même, puisqu'il y a quand même eu 170 ventes sur le secteur de La Rochelle sur ce premier semestre, contre 313 l'année d'avant. Donc, on ne divise pas par 2, mais presque. Donc, 170 ventes au premier semestre, 313 l'année dernière. Et donc, fatalement, l'offre diminue, puisqu'on était à près de 600 en 2018 et qu'on tombe à l'heure actuelle à 448 sur le… non, pardon, excusez-moi, 261 sur le premier semestre 2020 à La Rochelle. Donc, une offre divisée par 2 en un an et demi. Donc, La Rochelle, on va dire, grosse problématique de mise en vente, de renouvellement de l'offre, et donc fatalement des ventes qui se tiennent, qui diminuent, mais qui proportionnellement se tiennent mieux qu'on aurait pu l'imaginer. Les Landes, on a là encore des mises en vente relativement faibles. On a 60 mises en vente contre 126 l'année précédente. Donc on a par définition des ventes de terrains à bâtir sur ce secteur du département des Landes qui sont également en baisse. On a 127 ventes contre 149 l'année précédente au premier semestre, mais on voit qu'on était un peu plus de 200 au deuxième semestre. Donc on va dire que sur les Landes, en termes de volume, il n'y a pas finalement de grosses baisses. On est chaque semestre autour de 200, un peu au-dessus, un peu en dessous. On est un peu en dessous comme au premier semestre l'année dernière. Ce qu'il faut, c'est que les mises en vente repartent pour alimenter l'offre. Puisque là encore, ce qui est criant, c'est qu'on part de 800-900 lots à l'offre dans les années 2015-2016, et donc on vient de tomber à un plus bas historique de 269, qui était 394 un an au précédent. Donc une offre qui s'assèche. Au niveau des Pyrénées-Atlantiques, donc là, dans le même esprit, nous avons une offre qui a du mal à se renouveler. On voit que par contre, sur les Pyrénées-Atlantiques, ce n'est pas d'hier. Le BAB et l'agglomération de Pau sont des secteurs où le terrain à bâtir depuis plusieurs années ont du mal à trouver leur place. Premier semestre 2019, deuxième semestre 2019, premier semestre 2020, on voit qu'on est finalement sur des mises en vente de l'ordre de 25, 30, 12, donc de très petits volumes, avec des volumes de vente, du coup, qui se stabilisent autour de 60. On a 64 au premier semestre 2019, 71 ce semestre-ci, 75 ou 78 deuxième semestre 2019. Et une offre qui, du coup, tend à diminuer également autour de 226 lots à l'offre sur les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, la Gironde, ce qui intéresse la plupart d'entre vous connectés ce matin. La Gironde qui finalement a vu ses ventes diminuer plus fortement que les mises en vente, puisque les mises en vente en Gironde se sont quelque part maintenues par rapport au deuxième semestre 2019. Elles sont en baisse forte par rapport au semestre précédent. Et on a donc 260 lots mis en vente avec seulement 220 ventes. Donc, on peut se poser la question, pourquoi 220 ventes seulement sur ce premier semestre 2020 par rapport aux autres secteurs observés? Et on regardera tout à l'heure en faisant le focus qu'on a une explication qui peut se tenir, puisque la Gironde est le seul secteur où finalement le stock et l'offre s'est quelque peu légèrement augmenté, puisqu'on est passé de 448 lots à l'offre à 468. Donc, on a une offre qui se maintient, et finalement des mises en vente qui chutent assez fortement en passant du premier semestre 2019 à 416 pour être à 220 au premier semestre 2020. Les prix secteur par secteur, les volumes et les tailles de lots. Donc on a une réponse claire pour la Gironde, on vient de terminer là-dessus, on se disait comment on a pu vendre moins et si peu finalement ce premier semestre. L'explication est que sur un an,
Les terrains qui se vendaient faisaient 653 mètres carrés et ils sont passés à 605 mètres carrés. Et les prix, dans le même temps, sont passés de 130 000 euros à 152 000 euros moyens sur la Gironde. Donc, on a perdu 50 mètres carrés et on a pris 22 000 euros par parcelle. Donc, très clairement, devant la pénurie de l'offre, le marché s'est organisé sur fatalement une augmentation des prix assez sensible qui fait que il y a une perte de solvabilité d'un certain nombre de ménages en Gironde qui peut expliquer cette baisse des ventes de 220 ventes en 2020 au premier semestre contre 416 un an auparavant. Pour les autres marchés, on voit que la Charente-Maritime se tient. On est dans les 420-440 mètres carrés pour 62 000 euros dans tous les cas. On a vraiment une perte de volume par contre. Au niveau des Landes, on a également quelque chose qui se tient dans les 670 mètres carrés. Par contre, une baisse très forte des volumes, des prix, puisqu'on est passé de 110 000 euros à 72 000 euros. Ceci peut s'expliquer, et pour ceux qui suivront le webinaire tout à l'heure du secteur du sud d'Aquitaine le comprendront, on est passé de terrains à bâtir situés en rétro-littoral ou proche du littoral à une forte alimentation du marché par l'agglomération d'Aquoise, qui fait que ces prix sont plus autour de 70 000 euros. Pour les Pyrénées-Atlantiques, on est sur des volumes qui restent à peu près équivalents, 64 ventes, 71 ventes, et donc des prix là encore qui diminuent fortement. Et on s'aperçoit que finalement, il y a eu plus de ventes avec des prix qui diminuent. Et enfin, ça intéressera notamment nos partenaires journalistes qui nous suivent ce matin. La grosse question, est-ce que les gens s'en vont à la campagne? Vous avez des chiffres qui vont vous plaire puisque nous avons 41 ventes contre 4 ventes l'année d'avant en Dordogne, plus 925%. Et enfin, 13 ventes en Lot-et-Garonne qui passent à 24 ventes. Donc, ça reste anecdotique, mais enfin, on s'aperçoit que ces marchés lot-et-garonnais et de Dordogne ont quand même eu une dynamique relativement forte en gardant des prix très, très abordables, puisqu'on est sur 34 000 euros pour la Dordogne, prix équivalent d'une année sur l'autre, et 50 000 contre 54 000 un an avant dans le Lot-et-Garonne. Voilà pour l'analyse des chiffres grand secteur par grand secteur. Nous allons passer maintenant sur la Gironde. Au niveau de la Gironde, donc on l'a vu tout à l'heure, de manière très surprenante, donc une baisse significative des volumes de vente, 220 ventes contre 420 l'année suivante au premier semestre et un peu plus de 300 au deuxième semestre 2019. On le comprend mieux en voyant sur plusieurs années l'évolution des chiffres et des prix surtout, puisqu'on est parti de prix en dessous de 100 000 euros en 2017 pour arriver à des prix qui sont à 150 000 euros, alors 130 000 euros pardon, pour ce qui se vend et 150 000 euros pour ce qui se vend et 172 000 euros pour ce qui est à l'offre. Donc on a une vraie problématique de prix et de volume puisqu'on s'est aperçu que depuis 5 ans, dans le cadre du ZAN et de la limitation des PLU ou des SCOT, notamment je pense au bassin d'Arcachon, on se retrouve avec une pénurie de terrain et fatalement des prix qui s'envolent et une offre qui est très au-dessus du marché, puisque 172 000 euros, avec déjà des prix moyens en Gironde de 152 000 euros. Au niveau des tailles de parcelles, on se rend compte, et ça peut être la bonne nouvelle, même si on voit que ça n'est pas la même chose pour les prix, qu'on a enfin la majorité des terrains qui se situent, puisqu'on est au-delà de 50%, entre 200 et 600 mètres carrés. On se rend compte que par rapport aux années précédentes, c'est quand même une vraie évolution. Pour être très clair, les prix montant de manière très très forte, on se retrouve avec une obligation de nos clients d'acheter des terrains plus petits. Reste là encore à obtenir plus de densité dans le cadre des PLU. L'Oiseau continue d'observer un certain nombre de PLU avec des règles de retrait relativement importantes qui empêchent la densification organisée dans les opérations d'aménagement. Enfin, en termes de prix, on se rend compte que 75% des lots qui se vendent se retrouvent à plus de 90 000 euros. Et là encore, plus de 50% des lots qui se vendent se retrouvent supérieurs à 130 000 euros. On se perçoit que par rapport aux années précédentes, le volume des ventes qui sont à plus de 130 ou plus de 170 000 euros représente 50% de ce qui se vend aujourd'hui en Gironde. Je rappelle que le prix moyen est de 152 000 euros. Et là, c'est une vraie question pour les accédants ou les primo-accédants.
Je rappelle que le terrain à bâtir concerne entre 95 et 98% d'accédants à la propriété. Les différents marchés de Gironde vus sur la carto, donc on a des ventes qui étaient très fortes sur le bassin d'Arcachon il y a un an, avec notamment la ZAC de Mios qui avait lancé une tranche de 80 lots. Et puis Bordeaux Métropole et l'Est de la Gironde. Sur 2020, on se retrouve avec un marché, on va dire, autour de Bordeaux Métropole qui fournit beaucoup. Et puis Sud Gironde et Bordeaux Métropole. Au niveau de l'alimentation du marché, elle se fait, alors pour le coup, tardivement sur le bassin d'Arcachon, avec une centaine de mises en vente qui ont dû arriver en mai ou juin, puisque les ventes sur le bassin d'Arcachon n'ont pas eu pour le coup il y en a eu très peu sur ce premier semestre, donc on peut imaginer que l'offre est arrivée tardivement. Et enfin, à l'heure actuelle, une offre, c'est ce que je vous disais, sur le bassin qui est assez importante à la fin de ce premier semestre 2020. Une offre qui reste sur Bordeaux Métropole, mais qui est fatalement très chère. Et enfin, encore un peu d'offres sur la rive droite. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que l'Oiseau a comme prestataire Adéquation pour l'ensemble de ses recherches de chiffres. Les professionnels qui sont parmi nous leur remontent ces chiffres chaque année et nous permettent de vous les communiquer pour vos études commerciales, mais également pour ces présentations semestrielles. Je vous remercie. Nous allons maintenant donner la parole à Robin Rigaton qui va nous exposer quels ont pu être les impacts de la crise sanitaire sur l'activité du logement individuel. Et nous répondrons ensuite à vos questions. Bonjour à tous, merci François pour ce passage de relais. Ravi d'être parmi vous ce matin pour échanger sur ce sujet important. On vient tous de vivre une crise sanitaire à l'échelle mondiale avec des confinements ici ou là plus ou moins stricts, mais dont les conséquences sont assez tangibles et prégnantes. Et la question que nous sommes nombreux à se poser, c'est savoir qu'est-ce que cela pourra avoir comme impact sur le logement. Le logement, sans faire un cours de macroéconomie, mais c'est d'abord une offre et une demande. On a beaucoup parlé du fait que l'offre était par nature contrainte. Ça, c'est un vrai problème sur tous les marchés, que ce soit de la maison individuelle aujourd'hui comme du logement collectif. Et la question qui va d'abord nous intéresser à l'aune de cette crise et de ce qu'elle en ressort, c'est la question de la demande et de savoir si la crise que nous avons vécue est capable de transformer durablement la demande de logement chez les ménages. Quand on sort du confinement, même quand on y était, on a vu se multiplier les titres de presse qui annonçaient une profonde mutation des choix de spatialisation des ménages, avec l'envie de quitter les grandes villes pour retourner à la campagne. Il est vrai que la pratique du télétravail, je nuance tout de suite, quand on regarde les chiffres, on a des chiffres qui varient, mais on a estimé que, grosso modo, 40 à 45% du total des emplois salariés pouvaient se prêter à un exercice de télétravail. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on a au moins 50, voire 55, voire 60% des emplois qui sont, eux, spatialisés, localisés, donc qui ont besoin de se rendre dans un lieu pour être en capacité de délivrer le produit ou le service qu'on attend d'eux. Donc, ce télétravail, et puis aussi qui rejoignait d'autres phénomènes, tels que la montée du travail indépendant, la capacité à avoir accès à des plateformes de freelance, de consulting. Ces deux facteurs ont laissé penser à beaucoup de gens qu'il était possible d'avoir une décentralisation de l'activité et donc d'avoir des nouveaux choix de localisation des ménages qui pouvaient sortir des grands centres urbains pour se diriger vers des villes secondaires, vers des territoires plus éloignés, toujours dans la périphérie de ces grands centres urbains, mais qui pourraient être plus éloignés. Et ça a été
un mouvement qui a été, je dirais, largement médiatisé parce qu'on a eu des entreprises très emblématiques qui ont pris des décisions très fortes de maintenir ou d'insister sur le télétravail, notamment les entreprises de la tech américaine qui ont ou sont depuis mars, pour certaines d'entre elles, toujours en télétravail avec des politiques qui prévoient un retour au bureau seulement de l'ordre de janvier, du premier trimestre, en tout cas 2021. Et encore, ce que nous avons vécu en France, il faut bien avoir en tête qu'on a plutôt été parmi les pays qui sommes retournés au travail, entre guillemets, en tout cas retournés au bureau plus rapidement que les autres. Juste pour rappeler ce chiffre, hein, là où dans les grandes villes, métropoles françaises, Paris, mais aussi toutes les métropoles régionales que l'on connaît, on a eu des retours au travail de l'ordre de 90%. Il faut savoir qu'à la même période, donc au mois de septembre, dans un quartier d'affaires comme Manhattan, le retour au travail était de 10%. Donc en France, on a plutôt connu un phénomène assez fort de retour au travail. Donc, en tout cas, ce confinement, ces confinements ont laissé passer cette petite musique qu'on pouvait avoir cette décentralisation de l'activité et que tout d'un coup, on verrait une augmentation très, 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 très forte de la recherche de biens plutôt situés en périphérie des grandes villes ou dans des territoires un peu plus éloignés, tout simplement parce que les ménages y trouveraient des caractéristiques auxquelles ils n'ont pas accès dans les centres urbains. Quand on détaille et qu'on interroge un petit peu les ménages sur ces choix-là, les caractéristiques sont assez connues. Avec surtout le caractère extrêmement strict du premier confinement, ça a été la recherche d'un espace extérieur. Alors, pas nécessairement un jardin, hein. On voit que les balcons et les terrasses ont eux aussi été plébiscités, mais en tout cas, voilà, ça c'est un point extrêmement important qui a été très prégnant pendant ce confinement. La seconde demande, ça a été de l'espace. Beaucoup de ménages, voilà, on estime qu'aujourd'hui, sur le parc de la métropole du Grand Paris, donc Paris et les trois départements, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne qui l'entourent, on estime qu'on est en suroccupation, donc sur un bon cinquième des appartements, donc avec un manque d'espace par habitant. Et il est vrai que quand il a fallu cohabiter de force avec les enfants, les conjoints, pour travailler, forcément, ça a été des situations extrêmement compliquées. Donc, la demande d'une augmentation de la surface globale du bien occupé, mais aussi de la surface disponible par personne, du nombre de pièces, est devenu quelque chose qui était un facteur important dans les choix des ménages. Donc voilà, c'est un peu ces deux tendances, tout ça sur un fond de crise de l'immobilier, en tout cas de montée très fort des prix de l'immobilier qui est venu interrompre, on y reviendra, cette crise-là, et donc des difficultés d'accès à la propriété qui étaient très prégnantes. Tout ça a créé un facteur assez puissant pour pousser à la recherche d'un certain nombre de biens. Et donc, on a vu pas mal d'enquêtes, notamment issues des sites, des portails d'annonces, qui sont venus apporter de l'eau au moulin de cette thèse sur le fait qu'il allait y avoir une décentralisation d'activité, puisque effectivement, les requêtes pour recherche de maisons, encore une fois, dans tous les pourtours des métropoles, ont explosé. On a vu des augmentations. Alors, on partait d'échantillons qui étaient aussi très réduits, hein, il faut l'avoir en tête. On a vu des chiffres exploser avant l'été. Donc ça, c'est un peu le panorama ou l'idée générale qui a circulé énormément entre mars et mai et qui continue un petit peu d'imprégner la discussion. Mon point, c'est pas tellement de la démonter, mais c'est plutôt d'essayer de prouver qu'elle reste un phénomène assez résiduel dans l'ensemble des décisions et d'essayer de comprendre comment cela peut avoir un impact, notamment sur la dynamique du logement individuel.
Donc aujourd'hui, on a beaucoup brossé ce phénomène comme un phénomène massif qui allait pouvoir refaçonner complètement la carte des décisions d'implantation des ménages. Je pense que c'est aller un peu vite en besogne et c'est oublier un élément non négligeable, c'est que dans les choix de localisation, de spatialisation des ménages, la capacité à travailler est un facteur important des deux conjoints, et ça, c'est quand même souvent quelque chose qu'on néglige. Quand l'un peut accéder à l'emploi, l'autre ne peut pas nécessairement, et c'est un facteur qui a d'ailleurs été un facteur limitant dans un certain nombre des migrations de la région parisienne vers des métropoles régionales. La capacité du conjoint à accéder, à retrouver un emploi quand c'est l'un des deux qui, lui, est détaché ou muté et part avec avec un emploi déjà sécurisé, et a été un facteur limitant pour un certain nombre de ménages qui ne pouvaient pas avoir accès tous les deux au marché de l'emploi. Et donc ça, c'est un premier facteur limitant. Le deuxième facteur limitant auquel se sont heurtés beaucoup de ménages qui avaient déjà dessiné, imaginé, pensé leur mutation, c'est l'école et la scolarisation des enfants. Voilà, on a un certain nombre de ménages, notamment issus des cœurs de métropole et des cœurs urbains, qui ont été, comme je le disais, les plus sensibles à cette volonté d'avoir accès à un espace extérieur et d'augmenter leur surface privative. Ces ménages-là sont souvent engagés dans des démarches de parcours scolaire ou de scolarisation particulière qui font que tout d'un coup, les remettre en cause et ne pas nécessairement avoir des équivalents de scolarité aussi bons ou aussi qualitatifs que ceux auxquels ils pouvaient prétendre en cœur de zone dense, et quelque chose qui a freiné un certain nombre de ces ménages dans leur choix de relocalisation. Et ça m'amène sur la question des personnes aujourd'hui qui sont les plus à même, ou en tout cas qui ont le plus la volonté d'opérer ces changements. On sait qu'aujourd'hui, les personnes qui ont le degré de mobilité le plus fort, donc qui sont aujourd'hui plus sur des emplois qui peuvent être opérés en total télétravail, vont être plutôt des profils jeunes, qui ont des professions indépendantes ou freelance ou consultantes, qui vont avoir cette capacité à avoir déjà créé, donc pas des gens qui sont directement sortis d'école, parce qu'ils n'ont en général pas créé ce réseau de relations suffisant pour générer un flux d'affaires qui leur permettent de faire tourner une activité, mais des gens qui vont plutôt être entre 25 et 35 ans, plutôt en couple, sans enfants ou célibataires, et ou, deuxième type de profil type, ça va être des gens qui sont plutôt des profils âgés, donc qui ont déjà passé leur vie familiale, dont l'un des deux membres peut être déjà en retraite ou en pré-retraite, et qui avait déjà imaginé de réaliser un départ hors des grands centres urbains au moment de la retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce phénomène est très bien documenté en Île-de-France, où on estime qu'il y a une petite dizaine de milliers de ménages de ménages retraités où l'un des deux personnes de référence du foyer est retraité, qui quitte l'Île-de-France chaque année, en général pour le littoral atlantique, ou parfois maintenant la partie ouest de l'arc méditerranéen, donc entre Montpellier et Perpignan, très peu pour la partie est, puisque
cette zone-là est relativement saturée du point de vue de la construction. Et donc, ces ménages-là et cet exode urbain des retraités est connu. Il a été sans doute un peu accéléré. De l'autre côté, je mentionnais la population la plus jeune. La population la plus jeune n'est pas une population directement sensible à l'attrait du logement individuel, parce que, comme je dis, ce sont souvent des gens qui sont seuls ou en couple, qui n'ont pas nécessairement de projets familiaux immédiats, et donc qui ont plutôt la volonté de se retrouver dans quand même des centres urbains avec l'accès à un certain nombre de services de la zone dense, que ce soit des activités de spectacle, de restauration et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, cette tranche d'âge, on la voit plutôt opérer des déplacements entre métropoles, entre cœurs de ville, mais assez peu opérer un choix pour du logement individuel un tout petit peu en première couronne de ces villes-là. En plus, elle a souvent des contraintes budgétaires assez fortes, et puis elle a été la cible la plus touchée par les décisions du Haut Conseil à la stabilité financière prises à partir de décembre, implantées dans les banques en mars, en mai et puis en septembre. Et donc, c'est aujourd'hui la catégorie qui, quelque part, avec les investisseurs, est la catégorie la plus touchée par ces décisions, puisqu'elle se retrouve très souvent prise dans des obligations d'apport initial qui dépassent ses capacités contributives. Donc aujourd'hui, cette cible-là, qui est un facteur important de la sortie des villes, n'est pas nécessairement une cible qui va pouvoir se diriger vers le logement individuel. Donc la deuxième population, je l'ai décrite, c'est effectivement ces personnes retraitées ou pré-retraitées qui ont parfois ont déjà basculé d'une activité salariée vers une activité de freelance ou de consultant, en tout cas qui sont sur cette étape-là de leur vie entre l'activité et la retraite, qui vont accélérer une partie de mutations déjà prévues ou attendues parce qu'elles sont assez standards et assez connues chaque année. Donc là, on a un facteur d'accélération de la demande qui peut être non négligeable. Et le troisième point, c'est la question et qui va être un peu la clé de savoir si on est sur un phénomène qui va exploser, entre guillemets, même si, encore une fois, les ordres de grandeur initiaux sont quand même petits. Vous le mentionnez sur les migrations à assez longue distance qu'il peut y avoir sur des zones comme la Dordogne ou le Lot. On parle de 24 et de 49 transactions sur des terrains à bâtir. Quand on remet ça en contexte par rapport à l'ensemble des déplacements annuels des Français, je vous rappelle juste 1 185 000 transactions en 2019, donc on est quand même, et ça c'est juste les transactions immobilières, quand on regarde les mobilités de la population sur une période annuelle, on parle de 3 millions de mobilités. Donc, voilà, quand on parle de 30, 40, 50, ou en tout cas quand on parle même de milliers de déplacements par rapport à ces millions d'unités, on reste dans l'ordre de l'épaisseur du trait. On n'est pas sur quelque chose qui est de nature à transformer les choix de localisation. Donc, la question en fait, de cette troisième catégorie, après les personnes les plus jeunes qui sont sans doute les plus mobiles aujourd'hui, les personnes un peu plus âgées qui vont accélérer des mouvements, mais en les accélérant, ils ne vont pas non plus créer un phénomène absolument gigantesque. Il y a cette troisième question sur les familles. Et quand on regarde sur les familles, on voit, comme je le disais, un frein principal qui est la question de la scolarité, qui aujourd'hui a beaucoup freiné les choix de réimplantation. Du côté positif, cette catégorie est souvent déjà propriétaire d'un logement. Alors, elle n'a pas totalement remboursé son crédit, mais elle a l'avantage d'en avoir remboursé une partie. Et donc, elle arrive avec un apport initial qui lui permet, dans les cas de figure où elle va quitter des zones à très fort coût du mètre carré, de pouvoir accéder à des zones à moindre frais, entre guillemets. Et donc là, on voit ce phénomène se dessiner.
Donc là, j'ai traité la question de la demande et je vais très rapidement passer sur l'offre parce que ça va m'amener sur mon dernier point qui est la question des prix. Donc, on voit qu'on a une augmentation réelle de la demande qui reste, à mon avis, relativement modérée comparée au discours un peu gigantesque ou un peu aguicheur qu'on a pu entendre. Mais bon, cette demande-là, elle est quand même supérieure à celle qu'on pouvait voir les années précédentes. Et la question, c'est est-ce que l'offre de maisons ou est-ce que l'offre de maisons et de terrains à bâtir est en capacité aujourd'hui de faire face à cette hausse de la demande. Et la réalité, elle est que non. La réponse, je vous la donnerai tout de suite. Cette réponse est aujourd'hui, il n'y a pas d'offre supplémentaire qui est en capacité de satisfaire à cette demande pour plusieurs raisons. L'offre de résidences déjà construites, là je vais parler d'abord dans l'ancien, l'offre de résidences anciennes a plutôt baissé, tout simplement parce que il y a un certain nombre de ménages qui préfèrent conserver des résidences secondaires. On sait qu'on a quand même un sujet de multipropriété sur le parc français. Il y a un certain nombre de ménages qui arrivent à devenir multipropriétaires et donc qui arrivent à constituer une résidence secondaire. Et donc, ces ménages-là, aujourd'hui, alors qu'on dans un marché traditionnel, on aurait pu s'attendre à ce qu'un certain nombre de ces résidences soient vendues pour des raisons de succession, pour des raisons de liquidité du patrimoine, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a plutôt une tendance des vendeurs à conserver ces résidences, encore une fois, avec la même logique que celle qui gouverne les choix de personnes de se déplacer de logement collectif au logement individuel. Il y a des gens qui se disent, en fait, ces logements individuels qui pouvaient être un peu secondaires, qui pouvaient être peut-être coûteux, ont quand même une vertu, c'est qu'ils permettent de prendre l'air, ils permettent de sortir et ainsi de suite, d'avoir accès à de la nature. Et donc, aujourd'hui, on a un vrai enjeu de limitation de l'offre disponible sur le marché de l'ancien. Et puis, sur la question de la production neuve et des terrains à bâtir, je vais les considérer globalement. Aujourd'hui, on a la même pression que dans le collectif qui se dessine, avec un certain nombre de collectivités territoriales qui ont plutôt décidé de freiner ou de limiter la production de ces maisons neuves ou de ces terrains à bâtir, notamment en couronne des grandes villes, un peu moins sur vraiment la partie la plus périphérique des zones urbaines, mais en tout cas sur les couronnes, on a vu aujourd'hui plutôt une diminution de l'offre qui est liée à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs conjoncturels, vous les avez évoqués tout à l'heure, avec une difficulté d'instruction des permis pendant le premier confinement, difficulté d'instruction au niveau des collectivités territoriales, mais aussi des services instructeurs délégués. Vous avez parlé de la question des autorités sur l'eau. Donc ça a été un premier sujet. Et puis, il y a des facteurs structurels. Voilà, la pression qu'on voit aujourd'hui en centre urbain, on la ressent aussi dans ces territoires-là. Donc, on a un problème d'offres disponibles. Et donc, qu'est-ce qui se passe assez mathématiquement quand il y a un problème entre la demande et l'offre? Eh bien, les prix sont le juge de paix. Et aujourd'hui, on voit une augmentation des prix du logement individuel corrélée à plutôt une baisse des prix du logement collectif. Alors, encore une fois, on est dans des ordres de grandeur qui ne sont pas des corrections massives. On est plutôt dans des ordres de grandeur qui vont être d'une correction des prix du collectif limitée et une augmentation du logement individuel plus forte. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle ne concerne pas que la France. Je vais me permettre de prendre un tout petit peu de hauteur de vue pour terminer et pour conclure avec la minute qu'il me reste. Vous voyez, il y a eu beaucoup de papiers sur la Silicon Valley et la région de San Francisco en disant que beaucoup de gens la quittaient parce que les gens sont confinés là-bas depuis le début mars. Et ils ont vécu, entre-temps, les grands incendies de l'été. Donc, ils ont vécu à l'intérieur de leurs appartements ou de leur maison avec des purificateurs d'air pendant les mois de juin-juillet. Donc, il y a beaucoup de discours autour du fait que les gens quittent ce territoire-là. Le prix des maisons dans la région a augmenté de 20% entre octobre dernier et ce mois d'octobre. Et on est vraiment sur une recherche, et le prix des appartements a baissé de 3%.
Donc, on est vraiment sur une recherche du logement individuel qui est extrêmement forte, une incapacité à répondre à cette offre immédiatement, et donc ça se traduit par une augmentation des prix. Et c'est des phénomènes que je décris à San Francisco. C'est un phénomène que les notaires du Grand Paris sont en train de pointer en région Île-de-France, avec une augmentation des prix du logement individuel et une légère correction des prix du logement collectif. Et c'est des choses qu'on doit s'attendre à voir dans les prochains mois. Il n'y a pas un mouvement, donc pour conclure, il n'y a pas un mouvement gigantesque qui ferait qu'il y a des hordes de citadins qui vont venir rechercher du logement individuel. Mais la hausse de la demande qui a été créée est suffisante pour mettre sous pression une offre qui n'est, elle, pas capable de bouger et donc qui crée une augmentation des prix. François. Ah pardon, vous m'entendiez pas? Je disais, on a également un problème de l'offre, puisque cette offre, dans le cadre de la lutte contre l'étalement urbain et du ZAN, plus récemment, fait que les PLU, les SCOT prévoient de moins en moins de fonciers ouverts à l'urbanisation sur les 7-8 grandes agglomérations françaises, je parle bien, et l'Oiseau observe depuis 8 ou 10 ans une baisse incessante de l'offre, aussi bien au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qu'au niveau de la Gironde. Donc c'est vrai que finalement, cette augmentation de la pression, elle est à la fois parce que des ménages ou des familles ont envie d'avoir de l'individuel, mais également parce que l'offre tient à diminuer, quoi. C'est un effet ciseau, ça c'est clair. Et qui n'est pas fait pour aller dans le bon sens, a priori, sur ces grandes agglomérations. Ça, c'est évident. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à me poser ou à poser à Robin ou des sentiments, envie d'intervenir? Peut-être, François, juste en ajoutant très rapidement quelque chose justement sur la question, et ça pose aussi la question de notre rapport au logement individuel, y compris dans les zones les plus denses. En France, on n'a jamais fait de la maison mitoyenne ou on n'a jamais eu ce choix-là comparé à d'autres pays. Je rappelle qu'au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, qui sont des pays extrêmement denses, on est sur 60% d'habitat individuel versus le collectif, parce que les gens ont ces fameuses maisons jardins telles qu'on les connaît, on les voit bien, ces maisons mitoyennes, et ça pose aussi ce choix-là. Est-ce qu'on est aujourd'hui, y compris en cœur de ville, capable de faire des choix de maisons individuelles, mais avec évidemment des surfaces qui sont pensées pour le cœur de ville? Alors, pour la thématique qu'on a ce matin, j'ai envie de te dire oui, historiquement à Bordeaux, puisque l'échoppe bordelaise, par définition, est quelque chose qui plaît encore aujourd'hui et qui est particulièrement en vogue. Et je rappelle qu'elle a une densité, l'échoppe bordelaise, qui est plutôt intéressante. Maintenant, la vraie problématique, et ça, c'est quelque chose qu'on observe également au niveau de l'Oiseau, c'est le fait de voir finalement une politique centrale de l'État qui souhaite le ZAN, qui souhaite la densification, qui souhaite le non-étalement urbain, et une réinterprétation, une réappropriation suite aux élections systématiques depuis déjà au moins 2 mandats d'élus locaux qui font des PLU avec des règles de retrait puisqu'il n'y avait plus de surface minimum, avec tout un tas de choses qui font qu'on ne peut pas densifier. Donc tout est fait pour éviter la densification. Si on prend le Grand Toulouse aujourd'hui, le SCOT, la densité, c'est la densité maximum à ne pas dépasser. C'est bien évidemment plutôt la densité minimum. Mais donc on est sur des problématiques en application locale de la loi centrale qui est déviée, quoi. Et on a donc une vraie problématique, c'est que les opérateurs sont prêts à densifier en individuel, mais les PLU ne l'autorisent pas aujourd'hui. Ça, c'est une vraie problématique également. Et on voit bien dans les chiffres, les ménages sont prêts à acheter plus petits, des terrains de 200, 400 ou 600. On le voit dans l'arc Perpignan, Montpellier, où les opérateurs font des opérations beaucoup plus denses et beaucoup plus encadrées architecturalement et qui fonctionnent très bien. Et c'est vrai qu'en Gironde ou en Aquitaine, historiquement, on est plutôt sur les parcelles de 600 ou 800 mètres carrés. Et on a un mal fou à descendre lié au PLU et aux attentes des riverains ou des élus. Ça, c'est clair. Au niveau des questions, est-ce qu'on a des questions du coup?
Alors, j'ai Nicolas qui nous dit la question de la densité est à poser, notamment sur la gestion et la capacité à proposer des formes urbaines permettant de susciter l'intérêt de la demande. Oui, mais c'est exactement ça, c'est revenir à des équivalents d'échoppes bordelaises sur du bâti continu. Des opérateurs le font, ça fonctionne bien, mais très peu de communes sont prêtes à l'accepter et très peu de PLU l'autorisent. Ça, c'est clair. Comment la question architecturale est prise en compte dans les montages opérationnels et quelles formes sont-elles acceptables pour le marché? Là, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit on peut avoir des permis valant division portés par des promoteurs, mais qui souvent partent plus en défisque qu'en accession à la propriété. Et on peut également avoir des permis d'aménager architecture encadrée qui permettent de visualiser les volumes et d'avoir un architecte qui va coordonner tout ça. On a également une version un peu entre les deux sur laquelle travaille l'UNAM, le syndicat des aménageurs, qui réfléchit à être non pas sur un permis valant division, mais quelque chose qui s'en rapproche pour bien figer les façades de bâtiments, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui inquiète beaucoup les élus quand on parle de densité en aménagement, c'est comment tenir l'image du bâti en façade. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'y répondre. Alors, Robin, si tu veux éventuellement compléter. Non, je suis entièrement d'accord avec cette question. On doit réinterroger nos formes architecturales. Et encore une fois, il y a des pays qui sont des pays extrêmement denses, qui ont très peu d'espace et qui ont réussi à le faire. Donc, on n'est pas du tout sur un arbitrage entre les deux. Et donc, on doit pouvoir réussir à faire ça. Bonjour, la demande à la campagne présente-t-elle des caractéristiques particulières, gare, axe routier, centre-bourg? Alors, pour compléter ce que disait tout à l'heure Robin, je pense que ce qui peut freiner des gens de partir à la campagne aujourd'hui, au-delà des écoles, c'est également les commerces et services. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens veulent de la surface, veulent du jardin, mais en même temps ont un attrait pour les sorties, pour le sport pour les gamins, pour les transports en commun et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est évident que la gare, notamment, et les axes routiers sont majeurs pour des départs dits en campagne ou à la campagne. Ça me semble évident. Robin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… C'est effectivement les points cruciaux. Moi, je parle de l'école parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie et c'est souvent quand même quelque chose d'assez puissant pour les ménages qui, quand ils doivent faire le choix de réinscription des enfants dans un établissement, c'est là où ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est pas anodin. Souvent, en tout cas, c'est cette question-là qui émerge. La question des commerces, la question des déplacements des couples aussi. Quand vous avez des ménages urbains qui sont parfois sans voiture ou avec une voiture et qui doivent passer à 2 voitures, c'est des choix qui ne sont pas non plus négligeables quand, encore une fois, concrètement, au-delà de l'imaginaire et du côté un peu romantique du départ à la campagne, quand le côté concret doit s'opérer, il y a parfois un retour à la réalité qui peut être assez brutal. En tout cas, on l'a vu et certains agents l'ont vu quand ils ont dû amener des gens ou que les gens sont venus concrètement visiter des maisons. J'ai eu quelques anecdotes de gens qui me disent ils se sont rendus compte que la campagne, ça représente un certain éloignement des commerces de proximité. C'est pas toujours l'activité loisir parce que les gens sont capables de passer au-dessus de l'activité de loisir, mais c'est vraiment la proximité des commerces de base. Tout à fait. Ça marche. Mais écoutez, je vous remercie à tous. On va être obligé de couper puisqu'on enchaîne sur le webinaire sur la promotion immobilière en Gironde dans quelques minutes. Je remercie l'ensemble des présents pour leur attention. Je rappelle que vous pourrez revisionner également ce webinaire. Virginie Sicard vous fera passer ça par mail. Et écoutez, on vous dit à la prochaine. On espère en présentiel. Et merci Robin et à très bientôt. Bonne journée à tous.